me suis jamais senti aussi mal de m'interposer entre notre invité et la salle. Mais si vous voulez bien avoir quelques minutes de patience, je vais dire quelques mots d'introduction avant l'intervention de Madame Christiane Taubira. Madame Taubira, chers tous, chères toutes, bienvenue à l'Université de Montréal. Bienvenue au CERIUM, au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Nous sommes surtout connus pour nos écoles d'été, mais nous sommes aussi une grande communauté de chercheurs en études internationales qui va de l'Asie à l'Afrique, à l'Amérique latine, et qui comprend aussi une chaire d'études de la France contemporaine, dans le cadre de laquelle vous êtes notre invité aujourd'hui. Christiane Taubira, par où commencer? Vous devez être satisfaite aujourd'hui. Vous avez gagné un combat historique, celui contre une loi que vous jugiez scélérate. Vous avez fallu démissionner du gouvernement français pour en arriver là, mais je crois que peu de femmes et d'hommes politiques peuvent se vanter de s'être tenus debout et d'avoir gagné un tel combat. Christiane Taubira, vous êtes une femme de conviction, vous êtes une femme de principe, une femme d'action, mais aussi une femme qui réfléchit et qui écrit sur le monde, qui parle aussi dans une langue claire et élégante. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité à parler de l'avenir de la gauche, d'une gauche qui semble en crise en France, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. J'ai comme l'impression que vous êtes en territoire conquis, mais je me permets quand même de rappeler quelques éléments de votre biographie pour ceux qui seraient entrés dans la salle par hasard. Vous êtes né en Guyane, vous avez étudié les sciences économiques, la sociologie et l'ethnologie, une discipline que partagent plusieurs étudiants et étudiantes dans la salle, donc je pense que ça montre que ça peut mener quelque part. Dans votre jeunesse, vous avez été militante indépendantiste, ce qui, au Québec, vous gagne la sympathie de la moitié de la salle. Et moins de l'autre, mais je pense que vous trouverez un moyen de la gagner ce soir. Toujours à gauche, vous avez été candidate à l'élection présidentielle de 2002. De 1993 à 2012, vous avez été députée de Guyane, élue avec des majorités souvent écrasantes, en tout cas qu'on retrouve rarement en sciences politiques, qui est ma discipline. Vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux, comme on dit en France, de 2012 à 2016. Avant votre démission, le 27 janvier 2016, sur la base de votre rejet de la déchéance de nationalité proposée par le président Hollande, vous étiez déjà connu à l'extérieur de l'Hexagone pour deux lois en particulier qui ont changé la France. D'abord, la loi de 2001 sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, dite première loi Taubira. Une loi qui continue d'alimenter les réflexions, mais aussi les débats en France comme ailleurs. Ensuite, je sens qu'il va y avoir une deuxième salve d'applaudissements. La loi sur le mariage pour tous en 2015. Qui a permis à la France de rattraper un certain retard en matière de reconnaissance des couples de même sexe. Donc c'est un trophée de guerre auquel on pourrait ajouter, je crois, la réforme de la justice pénale, une réforme que ses soutiens et ses détracteurs qualifient de progressiste, ce qui la définit bien, je crois. Alors vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont L'esclavage raconté à ma fille et Murmure à la jeunesse, paru il y a tout juste 2 mois, dans lequel vous parlez des attentats de novembre, vous parlez de la citoyenneté, vous parlez aussi de Nina Simone et d'Aimé Césaire, mais vous parlez surtout de la génération qui se retrouve aujourd'hui devant vous. En effet, votre dernier ouvrage porte, comme le titre l'indique, sur la jeunesse, donc sur l'avenir. Nous avons demandé de parler d'un avenir particulier sur lequel vous êtes un peu moins exprimé récemment, celui de la gauche. J'imagine que vous en profiterez pour aborder d'autres sujets. Ces problèmes qui se posent aujourd'hui dans la République française ne sont pas exactement les mêmes que ceux que l'on retrouve au Québec, au Canada, mais beaucoup se ressemblent et la comparaison, justement, est au cœur du projet intellectuel du CERIUM, donc ce serait très intéressant pour nous de vous entendre là-dessus. Alors, je vous explique les règles du jeu. Après votre intervention d'environ
30 minutes, mais je sens que je vais avoir du mal à vous couper si vous dépassez ce délai. Vous avez accepté de discuter avec ma collègue Valérie Amirault, que je remercie d'être ici. Valérie Amirault est professeure de sociologie, titulaire de la chaire de recherche du Canada en études du pluralisme religieux, spécialiste de la radicalisation au Cérium. Et la chose est suffisamment rare pour être soulignée. Valérie Amirault est l'auteur d'un best-seller en sociologie, en sciences sociales, c'est très rare, une bande dessinée intitulée « Salomé et les hommes en noir » qui raconte la découverte du Québec et au sein du Québec de la communauté juive hassidique par une petite fille, aujourd'hui un peu plus grande et qui se trouve, je crois, dans la salle. Alors, après votre conversation, nous aurons une période d'échange avec le public que j'animerai. Christiane Taubira, la parole est à vous. Professeur Méran, professeur Amirault, professeur, mesdames et messieurs, merci pour cet accueil extrêmement chaleureux. J'étais en train de me dire que je ferais mieux de partir parce que les choses ne peuvent qu'empirer. Merci de m'avoir accueilli ainsi, merci pour cette présentation dont le temps cordial m'a mise complètement à l'aise, même si je perçois, je m'en suis rendu compte dès les premières secondes, que c'est une assistance bien disposée, sinon à mon égard, je crois, à mon égard, mais au moins bien disposée à entendre débattre du sujet que nous allons traiter ce soir. Je suis heureuse d'être là. D'abord, toujours heureuse d'être dans un lieu universitaire. Un lieu universitaire, puisque l'université, par tradition, dès sa création, pour remonter à la Rome antique, l'université de Constantinople, mais plus récemment, encore que pas si récemment que ça, les universités au Moyen-Âge, en tout cas qui ont été marquées par une identité originelle, les universités sont des lieux de circulation du savoir, des connaissances, des richesses de l'esprit, sont des lieux de recherche, sont donc des lieux d'interrogation. Et je pourrais presque commencer par une pensée d'un très grand savant, une pensée simple que je trouve extraordinairement roborative. C'est Albert Einstein qui disait « Je n'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux ». Je trouve cela extraordinairement roboratif parce que ça veut dire que même lorsque nous doutons de nos capacités, si nous avons cette curiosité qui nous permet d'aller au-devant des savoirs, nous pouvons, peut-être pas forcément, épouser la destinée d'Albert Einstein, mais nous pouvons en tout cas apporter notre empreinte sur le monde. La curiosité, la curiositas, c'est-à-dire cette disposition d'esprit qui rend réceptif, disponible au savoir, à la connaissance, mais qui permet, avec un esprit d'examen et une raison critique, qui permet d'interroger, de mettre en cause et finalement d'enrichir le savoir et la connaissance. Ne doutez certainement pas que votre génération a sa part à apporter au savoir et aux connaissances dont nous disposons actuellement. Et avec cette disposition d'esprit, nous pouvons devenir les abeilles de l'univers, pour reprendre cette expression de Rainer Maria Rilke. Dans sa lettre à un poète, il parle de ces abeilles de l'univers qui butinent éperdument le miel du visible pour l'accumuler dans la cruche d'or de l'invisible. Disons que pour nous, le visible, c'est tout ce savoir qui a été accumulé à travers les générations, qui est disponible dans le monde, qui peut nous parvenir et qui peut nous parvenir de plus en plus vite et de plus en plus massivement grâce aux technologies actuelles, et que l'invisible, c'est ce savoir que nous allons enrichir. C'est cet apport que nous allons faire aux connaissances existantes actuellement. Parce que ces connaissances appartiennent au patrimoine de l'humanité et que ces connaissances sont donc nôtres. Elles doivent contribuer à nous enrichir. Nous sommes donc les abeilles de l'univers et dans un lieu comme le Cérium, comme cette université de Montréal, dans cette ville universitaire, il y a effectivement des opportunités pour la construction de savoirs nouveaux, mais surtout pour les débats, pour les controverses aussi, pour permettre que de nouvelles écoles de pensée
ce qu'on a appelé à certaines périodes des intellectuels internationales, que ces écoles de pensée, que ces concepts nouveaux, que ces conceptions élaborées prennent corps, circulent et nous enrichissent tous. Je dois traiter avec vous de l'avenir de la gauche. Je me suis dit il y a quelques jours que lorsque j'ai validé ce sujet, je devais être très très occupée. Sans doute l'esprit ailleurs. Sur le moment, j'ai trouvé que l'idée était belle, et elle l'est sans doute, mais le défi est colossal. D'abord, l'avenir de quelle gauche? Alors, je vous ai entendu, professeur Méran. Oui, l'avenir de la gauche française, mais aussi de la gauche québécoise, et en fait, de la gauche du monde. Oui, l'avenir de la gauche. Alors, la France, oui, pourquoi pas, puisque la gauche a une histoire qui est marquée par des étapes très identifiables, des étapes qui ont eu des conséquences très fortes aussi sur l'histoire et sur l'identité de la gauche, et des moments de grandes avancées, mais aussi des moments de grands reculs dans cette histoire de la gauche. Mais il y aurait quand même dans ma démarche un défaut ethnocentrique à ne vous parler que de l'avenir de la gauche française. Alors je crois qu'il y a deux voies possibles pour éviter ces difficultés. La première consiste à parcourir le monde, peut-être un peu rapidement, pour interroger les valeurs de gauche et voir quelle vitalité elles conservent aujourd'hui à travers le monde. Et la deuxième voie consiste à essayer de dresser un portrait, un profil des valeurs de gauche, des idéaux de gauche, à partir d'un certain nombre d'éléments. Ces éléments sont à puiser dans l'histoire, bien entendu. Ces éléments consistent aussi à définir les valeurs de la gauche, parce que très souvent on les évoque sans les définir. Il faut aussi préciser les idéaux de gauche et les préciser dans leur histoire, dans leur création, dans leur histoire, mais aussi à la fois dans leur évolution et dans leur modernité. Interroger les méthodes de la gauche, scruter l'expérience politique de la gauche aux responsabilités, donc quel est son savoir-faire, quel est son bilan aujourd'hui, et enfin s'interroger aussi sur les fourvoiements de la gauche et sur les enseignements que l'on peut tirer de ces fourvoiements. J'aurais préféré ne pas avoir à vous parler de fourvoiements récents, mais peut-être que nous allons les aborder néanmoins. Parler de la gauche en parcourant un peu le monde, évidemment, tout seigneur, tout honneur, je commence par la France, puisque je le disais, l'histoire de la gauche française est très, très repérable et très identifiable à travers les grandes étapes de l'histoire pour prendre le premier paquet d'éléments du faisceau qui nous permettra de définir les contours et la consistance de la gauche. L'histoire de la gauche française, elle commence substantiellement à la Révolution française en 1789. Substantiellement parce qu'en fait, le concept même de gauche et le concept de droite surgissent et s'établissent à ce moment entre ceux qui vont soutenir le maintien de l'ordre, et notamment de l'ordre monarchique, et ceux qui souhaitent un bouleversement. C'est un découpage un peu grossier, mais il demeure que dans les représentations françaises, ce découpage persiste pour la simple raison que les hémicycles du Parlement en France sont bien eux aussi répartis entre la gauche et la droite, tels que lors des États généraux, les forces de gauche et les forces de droite, en tout cas les forces conservatrices et les forces de progrès, se sont réparties dans l'hémicycle. 1789, c'est donc la Révolution française, c'est quand même 2 ans après la Constitution américaine, ce qui nous permet d'ailleurs, et c'est 2 ans avant the Bill of Rights, la Déclaration des droits aux États-Unis. Ce qui nous permet de rappeler quand même une chose essentielle qui souvent est perdue de vue, c'est que les échanges dans le monde sont vieux. Les échanges dans le monde sont vieux et en particulier, il y a comme une apogée de ces échanges mondiaux pendant toute la période des empires coloniaux. Et que ces échanges mondiaux, cette circulation, même si elle est beaucoup plus lente qu'aujourd'hui, même si elle est beaucoup moins développée, moins massive et moins démocratique, évidemment, qu'aujourd'hui, encore que dans les bateaux, les matelots et les pauvres airs qui sont dans les bateaux
donne une espèce de tonalité démocratique à une partie de ses voyages, mais les échanges dans le monde sont importants. Et ces échanges permettent la circulation des idées. 1789, donc en France, 2 ans après la Constitution américaine, 2 ans avant la Déclaration des droits. Donc une déclaration qui, elle, s'élève, se hisse à la hauteur du monde et se pose comme étant une déclaration à valeur universelle, même si elle ne porte pas cette qualification, c'est une déclaration à valeur universelle, une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration évidemment qui contient en elle-même la contradiction entre l'homme et le citoyen. Et cette contradiction, elle existe aujourd'hui encore, elle travaille forcément notamment les instances multilatérales, parce que lorsqu'on parle évidemment des droits de l'homme, il est évident que lorsqu'on évoque le citoyen juste après, on va à une restriction des droits pour l'homme. Puisque si les droits sont reconnus à un citoyen en tant que citoyen, ces droits lui sont reconnus comme appartenant à une communauté nationale, et l'homme, c'est-à-dire celui qui appartient à une autre communauté nationale, la personne qui appartient à une autre communauté nationale, ne participe pas des mêmes droits, même si une partie de ces droits peut être imputable à cette personne. Donc, dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a déjà une contradiction qui est liée tout simplement au fait que cette révolution française, elle est profondément ancrée dans la société française, elle provient vraiment de l'histoire de la société française, elle est le produit de confrontations, d'affrontements et de luttes, parce que ça va même finir par la terreur et l'échafaud à outrance, donc très profondément ancré, et en même temps avec un regard sur le monde, parce que la France a encore un empire colonial, parce que la France participe de la dynamique du monde et que sa pensée va au-delà des frontières de son territoire. Mais il n'empêche que nous avons cette contradiction dès le début. C'est une contradiction qui va constamment traverser les interrogations françaises sur chaque fois que la France traite des questions de nationalité, des questions de droit d'asile, des questions de citoyenneté. Cette déclaration de 1789, elle est généreuse, elle est universelle, elle suppose une personne abstraite, un homme abstrait, et c'est délibérément que j'insiste sur l'homme, parce deux des grands défauts de la Révolution française de 1789, c'est d'une part que tous les hommes naissent et demeurent égaux en droit, ce sont vraiment les hommes sans les femmes, et ce sont les hommes sans les esclaves. C'est donc en 1791, lorsque l'insurrection une insurrection plus substantielle que les autres, aura lieu à Saint-Domingue, que la France sera surprise, notamment non seulement par la lutte des esclaves de sa colonie la plus prospère, mais par le propos des insurgés et des chefs des esclaves, puisque ces chefs insurgés disent très clairement qu'est-ce que c'est que cette égalité des hommes qui naissent égaux en droit et le demeurent, alors que les hommes de cette colonie n'ont pas droit à la liberté. Et la France va entendre cette interpellation, elle va entendre cette injonction, parce que c'est bien de l'autre côté de l'Atlantique, par-delà ses frontières, qu'elle est interrogée sur le caractère inachevé de sa révolution. Et c'est donc seulement en 1794 que la Convention va abolir l'esclavage. Quant au suffrage universel féminin, il faudra attendre 1945 en France, vous le savez. Le suffrage universel est instauré en 1848 lors de la Deuxième République, mais il est instauré seulement pour les hommes. Donc on l'appelle suffrage universel, mais c'est un suffrage universel strictement masculin. Donc 1794, ça cesse d'être les droits de l'homme sans les esclaves. Ça ne cesse pas tout à fait d'être les droits de l'homme sans les femmes, puisque vous connaissez sans doute le combat d'Olympe de Gouges, et vous savez qu'Olympe de Gouges finit, elle aussi, sur l'échafaud. Mais en 1804, l'esclavage est rétabli par décision de Napoléon Bonaparte.
Entre-temps, entre 1789 et 1792, en 1792, va surgir un événement extrêmement important. C'est Valmy. Valmy, c'est une bataille qui est conduite notamment, entre autres, par le général Kellermann, et il y a un moment où le résultat de l'affrontement peut basculer, et Kellermann se met à crier « Vive la France !» Tous les soldats reprennent le cri « Vive la France !» Or, les soldats de cette époque-là viennent de territoires qui ont des statuts institutionnels très différents. Ce sont des personnes qui appartiennent à l'ensemble de la France, mais la France n'est pas encore vraiment unifiée et elle ne se pense pas encore vraiment de façon formelle comme une nation et notamment comme une nation civique. Et en France, on considère que cette bataille de Valmy est un moment fondateur à la fois de la République, de la Première République, mais également de la conscience d'une nation civique, c'est-à-dire non pas une nation ethnique basée sur une origine immédiate et évidente commune, mais une nation composée de citoyens qui peuvent avoir des origines différentes, qui peuvent avoir des appartenances différentes, mais qui consentent à une appartenance supérieure, celle à la nation française. Et c'est ce concept qui va se développer au fil du temps, et notamment dans le cadre de la République des lettres, avec les combats qui sont conduits en Allemagne notamment. C'est ce concept qui va évoluer et qui va permettre de consolider et d'installer durablement la notion de nationalité. Par la suite, quelques événements vont consolider ou altérer l'identité de la gauche française. Je passe très vite. C'est le cas, par exemple, en 1870, avec ce qu'on appelle la bataille de Sedan, donc l'affrontement. Mais en fait, c'est la République qui est mise en cause, plus encore que la France. C'est la République française en tant que telle. À l'intérieur, d'ailleurs, dans ces années-là, la France affronte une vraie révolution réactionnaire. Donc il y a le boulangisme et il y a d'autres contestations par les forces conservatrices. Il y a 1930 où la France est quand même encerclée de pays qui sont des pays à régime totalitaire. C'est l'Italie fasciste, c'est l'Espagne franquiste, c'est évidemment l'Allemagne nazie. Donc là, la gauche va trouver une occasion de se consolider en termes d'identité, mais pas que la gauche, parce qu'on verra bien lors de la Deuxième Guerre mondiale, dans la résistance, il y aura des personnes qui sont très clairement à gauche. Il y a des communistes, on le sait. Il y a des résistants qui viennent néanmoins aussi des rangs de la droite. Et bon, comment dire, la grande voix de la résistance, le général de Gaulle, n'est pas une personne de la gauche, c'est ce qu'on appelle la droite républicaine, ou parfois d'ailleurs, à certaines périodes, la gauche sociale. Mais il y a néanmoins une occasion là pour la gauche de consolider son identité. Elle l'a fait un petit peu avant, 1936, mais en 1936, mais on va revenir à l'occasion des fourvoiements, en 1936, elle fait deux grandes erreurs. Une erreur internationale, c'est qu'elle ne comprend pas vraiment la révolte des républicains, elle ne comprend pas vraiment des républicains espagnols, pardon. Elle ne perçoit pas l'enjeu des républicains espagnols, même si de nombreux Français, dont Malraux par exemple, mais d'autres, vont rejoindre les républicains espagnols. Mais le gouvernement français lui-même ne perçoit pas l'enjeu. Je suppose que vous avez en tête d'autres périodes et circonstances où ils n'ont pas perçu non plus l'enjeu, même si parfois les mémoires des responsables politiques laissent entendre qu'ils se sont rendus compte qu'ils se fourvoyaient. Je pense notamment à la signature des accords de Munich. 1981, bien entendu, la gauche se retrouve confrontée, là encore, à l'expérience du pouvoir. Donc voilà un peu pour la France en termes de grandes étapes qui nous indiquent quelle est la vitalité des idées, des concepts de gauche, mais aussi de la pratique et de l'exercice du pouvoir lorsque l'on se revendique de la famille de gauche. Mais dans le reste du monde, la gauche existe aussi. La gauche existe, elle existait en France d'ailleurs avant 1789, des forces progressistes existaient déjà en France. Elle n'était pas structurée de la même façon. Mais dans d'autres parties du monde également, on pense à l'Europe par exemple. Alors l'Europe c'est intéressant parce que l'Europe a connu des périodes où notamment les mouvements anarchistes étaient des mouvements extrêmement forts, extrêmement actifs, avec pour certains des dérives très, très importantes, parce qu'on connaît tout le cycle des attentats anarchistes, et puis on sait que l'attentat de l'archiduc en 1900, enfin on considère que c'est une des causes de la Première Guerre mondiale,
si évidemment les historiens rigoureux savent qu'il ne peut pas y avoir une cause unique d'une conflagration comme celle de la Première Guerre mondiale, mais c'est une des causes, et bien entendu, le contexte général, les tensions qui existaient entre les puissances européennes, les rivalités aussi qu'il y avait, y compris dans leurs empires coloniaux, c'est-à-dire les rivalités qui les faisaient s'affronter de façon très dure dans le reste du monde, tout cela a contribué, bien entendu, à la brutalité, à la violence de cette Première Guerre mondiale, mais il est reconnu qu'un des éléments déclencheurs, c'est bien cet assassinat. Donc, il y a ces groupes anarchistes dans toute l'Europe. Il y a des débats extrêmement intenses en Europe, extrêmement intense. Il y a les querelles, vous le savez, notamment entre Rosa Luxembourg et Lénine, Marx, Kautsky, ces gens-là. Il y a donc une pensée, de la révolution, il y a une pensée du socialisme, il y a une pensée de la vie commune qui est très, très forte en Europe. Et pourtant, lorsqu'on regarde l'Europe aujourd'hui, on se rend compte que ce qu'on peut appeler la gauche, c'est plutôt de la social-démocratie. Même si, évidemment, il y a des forces de gauche, qu'il y a des courants de pensée de gauche qui sont plus radicaux, qui sont plus exigeants, qui sont davantage dans une logique de rupture, mais il demeure que l'image qui est projetée de la gauche de l'Europe, c'est l'image de la social-démocratie. Donc c'est quand même assez intéressant à regarder en termes de genèse, compte tenu des bouillonnements qu'il y a eu dans cette Europe, notamment au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Ensuite, plus loin, l'Amérique du Nord. Alors l'Amérique du Nord, vous en faites partie, l'Amérique du Nord. Il y a des paradoxes tout à fait passionnants dans l'histoire de ce qu'on peut appeler la gauche en Amérique du Nord. Des paradoxes passionnants. Aux États-Unis, par exemple, j'évoquais tout à l'heure la Constitution et la Déclaration des droits, je vais vous parler aussi de la Déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance, nous savons dans quelles conditions cette déclaration est rédigée. Nous connaissons, parce que même de loin, nous avons appris à étudier la vie et presque à vénérer d'une certaine façon les pères fondateurs de l'Amérique du Nord, des États-Unis d'Amérique. Mais nous savons bien que dans cette déclaration d'indépendance, même si le sujet a fait débat, il n'est pas question d'abolition de l'esclavage, d'une part, il n'est même pas question de liberté pour les Amérindiens, les natives, puisqu'ils sont même traités de merciless savages, de sauvages sans merci. Donc là, on a, comme pour la Déclaration des droits de 1789, on a l'universalité des droits de l'homme, mais voilà, là aussi, c'est l'homme sans les esclaves et c'est l'homme sans les Amérindiens. Mais il n'empêche que le débat est déjà là. Le débat est déjà là et qu'il va se poursuivre. Et l'histoire des Américains, l'histoire des États-Unis, c'est tout simplement l'histoire des autres communautés humaines, c'est-à-dire des luttes, des résistances, des revendications, des succès, des conquêtes qui permettent de faire avancer les droits et les libertés. Pour ce qui concerne votre partie de l'Amérique du Nord, et à l'intérieur de votre partie de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire à l'intérieur du Canada, le Québec, parce qu'évidemment, vous avez votre identité particulière. Vous imaginez bien que je ne vais pas m'aventurer à apporter ni une analyse, ni une caractérisation. Ce que je note, cependant, c'est que toute l'histoire depuis l'instauration de la Nouvelle-France, ce que je note, c'est quand même la permanence et la très grande vivacité de la résistance, d'abord sous une forme culturelle. Essentiellement sous une forme culturelle, linguistique, culturelle, artistique, toutes les formes d'expression, et un attachement avec une volonté de rattachement. Vous connaissez, enfin, on va pas crier « Vive le Québec » de rien du tout. Mais dans l'histoire du Québec, qui est vraiment une histoire de communauté, moi, c'est ainsi que je perçois. Et je parlais des paradoxes de la gauche en Amérique du Nord. Il y a, dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, donc y compris au Canada d'une part et au Québec en particulier, il y a ces paradoxes, c'est-à-dire une gauche qui est extrêmement exigeante sur les libertés et sur les droits, une gauche qui est extrêmement perméable aux grands enjeux qui peuvent bouleverser les conditions de vie commune, c'est-à-dire les questions des droits des femmes, les questions de la protection de la planète, les questions de l'humanité, de l'économie. Donc une gauche qui est très très sensible à cela et qui, en même temps, sur un certain nombre de sujets,
se retrouve en porte-à-faux. Je ne sais pas si dans le débat, on va y venir ou y revenir, mais il y a un certain nombre de contradictions parce que le fait d'avoir à protéger un ensemble linguistique et culturel provoque forcément de la défensive et provoque sans doute aussi la nécessité de dresser des remparts là où, dans d'autres circonstances, où le sentiment de danger culturel et linguistique n'existe pas, on n'édifierait pas ces remparts. Mais ce qui est important, c'est que ces exigences de la gauche soient bien liées aux valeurs de gauche auxquelles je viendrai. Un mot rapidement sur l'Amérique du Sud, parce que là aussi, nous avons des circonstances très particulières. L'Amérique du Sud, appartenant aux empires coloniaux d'Espagne, du Portugal, de la France, un peu moins, en tout cas, beaucoup du Portugal, pas mal de l'Espagne, beaucoup moins de la France, moins aussi de l'Angleterre, moins aussi des Pays-Bas, mais quand même ceux-là également présents. L'ensemble de l'Amérique du Sud appartient à ces empires coloniaux européens, et donc dans l'ensemble de l'Amérique du Sud, les luttes, les insurrections sont extrêmement dures. Il y a donc une tradition, un héritage d'organisation de lutte, vous savez que la guérilla vient de là, d'organisation de lutte qui consiste justement à s'organiser par rapport en complicité avec le territoire. Donc la forêt, les fleuves, les cours d'eau, tout ça sont très largement mis à contribution dans les stratégies de lutte et de contestation de l'oppression. Et même après le retrait des empires coloniaux, même après la décolonisation, on constate que les formes de lutte vont conserver cette radicalité. Ça fait partie de la gauche, mais c'est une partie de la gauche. Et on voit, je pense par exemple au Chili d'Allende, on voit comment lorsque la gauche s'allie pour accéder au pouvoir et donc transformer la société par les lois et par la règle, on se rend compte qu'on est plus proche, là encore, un peu de la social-démocratie que de la gauche revendicatrice et très, très radicale. C'est la nécessité du compromis, qui est le compromis par nature extrêmement frustrant, mais on se rend bien compte qu'il y a donc cette trajectoire qui est marquée également en Amérique du Sud. Ensuite, très très rapidement, l'Afrique. En Afrique, il y a cette même nécessité de décolonisation, cette même nécessité de faire bloc contre les puissances, les métropoles coloniales, et donc cette même dilution en matière de frontières idéologiques, cette même dilution pour la nécessité du face-à-face, cette même dilution qui va se traduire néanmoins par un certain nombre de chartes et de conventions sur lesquelles nous reviendrons éventuellement. Le faisceau qui nous permet donc de définir cette vitalité des valeurs de gauche, c'est d'abord ces valeurs de gauche, quelles sont-elles? Des valeurs universelles, puisque nous venons de parcourir d'une certaine façon, avec des bottes de 15 000 lieues, nous venons de parcourir l'ensemble du monde, nous voyons bien qu'il y a des valeurs universelles. Et les valeurs universelles ne sont pas des valeurs qui sont nées quelque part et qui ont essaimé tout ailleurs. Les valeurs universelles sont des valeurs justement qui ont surgi comme étant des valeurs témoignant du droit naturel des gens, qui ont surgi sur tous les territoires du fait des luttes qui ont été conduites dans tous ces territoires et qui sont un ensemble de valeurs reconnaissables et reconnues par l'ensemble du monde. Et ce sont ces valeurs, d'ailleurs, qui inspirent les grandes conventions multilatérales, c'est-à-dire ce droit international, qui souvent est un droit plus progressiste que les droits nationaux, un petit peu moins parce qu'il y a des pays qui ont des droits très, très progressistes, mais d'une façon générale, le droit international est un droit plus progressiste parce que c'est très profondément un droit des gens. Donc le droit international peut postuler l'interdiction de l'esclavage, l'interdiction de la traite, l'interdiction des châtiments corporels, l'abolition de la peine de mort. C'est un droit des gens, c'est un droit des personnes. C'est donc un droit qui est alimenté par ces valeurs universelles. Les valeurs universelles qui sont très fortement imprégnées par les idéologies et les doctrines de gauche sont essentiellement le respect de la dignité de la personne, ce qui ne veut pas dire qu'à droite, on ne trouve pas des personnes sensibles à la dignité de la personne, mais ça veut dire que la gauche en a fait un élément structurant de sa doctrine
et que c'est un élément essentiel lorsqu'elle exerce les responsabilités politiques. La dignité de la personne et la fraternité. Pourquoi la fraternité? Là aussi, ça ne veut pas dire que des personnes qui appartiennent aux forces conservatrices de maintien de l'ordre, ou du désordre souvent, c'est en tout cas le cas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ces personnes-là n'éprouvent pas de la fraternité ou ne sont pas attachées à la fraternité. Mais si la gauche l'a en tant qu'élément doctrinal, ça veut dire qu'elle, dans ses politiques publiques, la fraternité doit inspirer ses politiques publiques, ça veut dire que les politiques de solidarité dans la société sont directement la déclinaison de cette valeur de fraternité. Et puis les idéaux, parce qu'on peut parler des valeurs, mais des valeurs pour aller où? Pourquoi faire ensemble? Les idéaux de la gauche sont des idéaux qui ont besoin justement d'être reformulés. Je parlais tout à l'heure de la nécessité de rappeler à la fois leur caractère contemporain, mais surtout leur modernité, c'est-à-dire leur capacité à contenir une pensée pour l'avenir. Ces idéaux sont, dans la mesure où la gauche elle est née de la lutte contre les inégalités, dans la mesure où la gauche est née de la lutte contre l'injustice sociale, les idéaux de la gauche portent sur l'égalité et sur la justice sociale, sur l'égalité entre les personnes, et nous touchons au cœur là de la citoyenneté, l'égalité de droit, l'égalité en matière de liberté, l'égalité en termes d'obligations, l'égalité entre les personnes et la lutte contre les injustices sociales, la lutte même pour la justice sociale. C'est-à-dire que les politiques économiques elles-mêmes doivent être inspirées par ce souci de justice sociale. Ce qui ne signifie pas qu'il n'existe pas d'antagonisme dans la société. Il y a des antagonismes dans la société. Il y en a qui sont même inconciliables entre eux. Et la puissance publique doit arriver au milieu de façon à permettre la vie commune, permettre l'existence d'une activité économique et d'une activité sociale commune, en protégeant les plus vulnérables, en veillant à assurer l'égalité des droits, à assurer donc la protection de ceux qui sont du mauvais côté du rapport de force. Il est important de noter, pour la gauche, que le champ des valeurs, le champ des principes, le champ des symboles sont des champs essentiels. Et que même comme nous le voyons depuis notamment la crise de 2008, des discussions peuvent porter sur la façon dont même des gouvernements de gauche peuvent s'impliquer dans l'économie. Chaque fois que, par contre, des gouvernements de gauche ou des forces de gauche ont reculé sur le champ des valeurs, sur le champ des principes, sur le champ des symboles, la gauche s'est affaiblie. Elle s'est affaiblie, elle a altéré sa propre identité politique, elle a été infidèle à elle-même. Et d'une façon générale, elle a été écartée des responsabilités. Chaque fois qu'elle s'est éloignée de ces champs-là. Elle peut donc composer avec la réalité, notamment la réalité économique, et singulièrement à notre époque, la réalité économique mondiale, mais si elle recule sur le champ des symboles, des principes et des valeurs, elle s'affaiblit considérablement. La responsabilité de la gauche, c'est donc de se souvenir de son histoire, de sa genèse, du fait qu'elle est née pour protéger les plus vulnérables, qu'elle est née pour rétablir des rapports d'égalité et de justice dans la société, qu'elle est née pour assurer des conquêtes sociales, qu'elle est née aussi, surtout, sur la nécessité de respecter la dignité de l'individu, donc de permettre à l'individu d'accéder à l'éducation, et notamment à l'éducation populaire, d'accéder à l'éducation, d'accéder aux soins, d'accéder aux droits, d'accéder à tous ceux qui puissent assurer son émancipation. Cependant, la gauche n'est pas une force individualiste, n'est pas une force qui propage l'égoïsme. Elle doit donc veiller constamment à ce que cette émancipation individuelle s'articule avec le progrès collectif. Et la gauche doit aujourd'hui réfléchir à la façon dont elle formule l'exigence de progrès, qui fait partie de ses responsabilités. Or, la gauche est en capitulation depuis de nombreuses années. Elle a capitulé devant l'hégémonie culturelle des forces conservatrices. Ces forces conservatrices qui prétendent donner une vision du monde, qui prétendent expliquer le monde et qui prétendent expliquer surtout la justice du désordre du monde.
La justice de la répartition complètement extravagante des richesses. Vous connaissez la division entre le 1% et les 99%. Vous avez ces forces conservatrices qui produisent des concepts, qui produisent des analyses, qui occupent l'espace, qui expliquent les choses, et donc qui imposent une vision du monde. Et la gauche ne cesse depuis au moins une trentaine d'années de reculer. Elle est incapable de produire sa vision du monde. Elle est incapable de dire que nos sociétés sont plurielles et que parce que les sociétés sont plurielles, nous devons de plus en plus penser et rendre possible la coexistence malgré cette multiplicité d'appartenances. Et elle doit être capable de dire que, étant différents et par chance, ayant justement ces différences, nous pouvons enrichir la vie commune. Nous devons simplement nous entendre sur des règles qui nous soient communes. Admettre que nous pouvons avoir des affiliations différentes, des appartenances différentes, mais que nous devons consentir chacun individuellement à une appartenance commune. Appartenance à la nation, lorsque nous sommes dans une communauté nationale, mais appartenance aussi à la famille humaine, appartenance à l'humanité, souci de la terre, souci des autres, souci du monde. Et c'est ce que la gauche ne sait plus produire depuis plusieurs années. Vous avez donc une tâche extrêmement lourde, vous, votre génération, parce qu'il vous faut vous dépêcher de vous atteler, avec l'aide de vos professeurs évidemment, donc commencez par les lire, vos professeurs, puisqu'en général ils produisent des livres, vous atteler à une pensée sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. Arriver à dire comment ce monde multiple qui a toujours été pluriel, on a fait croire au temps des empires coloniaux que le monde était en noir et blanc, mais le monde a toujours été pluriel. Arriver à dire que le monde qui est de plus en plus pluriel, de plus en plus multiple, de plus en plus divers, que ce monde a droit de citer. Et que nous devons simplement avoir l'imagination nécessaire pour rendre possible ce droit de citer, pour le rendre réel, pour faire en sorte que nous puissions vivre ensemble et en bonne harmonie, et en solidarité, bien entendu. Donc, cette raison d'être de la gauche, elle doit surgir à nouveau. Elle doit irriguer la réflexion des forces de gauche. Elle doit nous aider à trouver un modus vivendi de façon à ce que la vie soit possible et que ces inégalités, ces oppressions, ces exclusions, ces discriminations, ces marginalisations n'aient plus lieu d'être et ne puissent plus être. Cette raison d'être de la gauche, c'est aussi ce qui nous permet de nous interroger sur les oppressions qui sont intrinsèques à des catégories de personnes. Ces oppressions qui sont intrinsèques à des catégories de personnes et qui font que dans pratiquement toutes les sociétés aujourd'hui, et on le voit un peu surgir dans les sociétés scandinaves, qui ont été des sociétés très libérales au sens noble, je ne parle pas du néolibéralisme, mais du libéral au sens des droits, au sens des libertés, les sociétés scandinaves, on voit apparaître aussi un certain nombre de fractures. Mais nous devons nous interroger. Et ici, je sais que vous interrogez, puisque moi-même, j'ai d'ailleurs été très, très admirative il y a pratiquement une vingtaine d'années, lorsque le Canada et le Québec en particulier ont pris un certain nombre de dispositions et de décisions concernant les peuples, vous les appelez les Inuits, je crois, hein, les Amérindiens, les peuples autochtones, vous les appelez comment encore? Les Premières Nations. Donc, lorsque vous avez décidé de créer le territoire du Nunavut, à l'époque j'étais députée, et à Paris je me suis rendue à l'ambassade de façon à participer à cette belle et grande cérémonie qui se faisait de l'autre côté de l'Atlantique, même si les choses se passaient ici, il y avait là une capacité collective à se dire il y a un sujet auquel nous devons faire face. Et je sais que les choses ne sont pas complètement réglées, elles ne le sont pas complètement sur l'esclavage, elles ne le sont pas sur des tas d'oppressions qui sont séculaires, qui ont été enracinées, qui ont produit des rigidités, des difficultés, des inégalités profondes. Mais ce qui est important, c'est de voir si la volonté de faire, la volonté de corriger, la volonté de progresser dans l'égalité, dans la reconnaissance, dans l'effectivité des droits et des libertés, si cette volonté-là demeure et si elle demeure vive. Et elle doit évidemment s'abreuver. Elle doit s'abreuver à l'expression
de celles et de ceux qui seront concernés, mais à l'expression de tous. Et je crois qu'elle peut s'abreuver ici. Moi, j'ai regardé avec beaucoup de curiosité et de plaisir la production artistique, culturelle ici. Et je trouve que même dans un domaine où l'expression écrite est moins habituelle, il y a une expression tout à fait intéressante. Je vais conclure, je suis sur la fin. Il y a une expression tout à fait intéressante. Et j'ai notamment pu lire des poèmes que j'ai trouvés très beaux et qui sont une expression à la fois d'amertume, de sentiment encore d'oppression, mais avec une espérance qui filtre à travers les mots. Donc parfois les mots sont durs, mais en même temps, il n'y a pas de haine, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'amertume, il y a la tristesse d'une souffrance connue, accumulée, il y a la tristesse des conséquences de cette souffrance, mais il y a une vraie capacité à se projeter et une réelle espérance. Je pense notamment à des poèmes de Natacha Canapé-Fontaine, par exemple, que j'ai lus. Et tout à l'heure, lorsque je faisais le tour du monde, d'ailleurs, j'ai eu presque envie de conclure avec un extrait d'un poème de Natacha Canapé-Fontaine, parce qu'après avoir fini, mais comme je devais aller vite pour avoir trop tardé au début, je devais aller vite, mais donc j'ai fini un peu rapidement sur l'Afrique, mais si j'avais pris un peu plus le temps de faire ce tour du monde, j'aurais pu terminer avec cet extrait d'un des poèmes de cette poétesse Natacha Canapé-Fontaine, où elle parle des fils et des filles qui vont sortir de la réserve. Et dans cet extrait, dont je vais essayer de me rappeler, il y a bien ce que j'étais en train de dire. À la fois la lucidité, la conscience de la réalité de cette vie, et en même temps un vrai espoir, une vraie projection vers l'avenir. Elle dit nos fils et nos filles sortiront des réserves, nos fils et nos filles sortiront des réserves, les aïeux sur le dos, les ancêtres à l'oreille, ils marcheront vers le sud, retracer le nord. Et j'ai retenu cet extrait parce que je trouve qu'il y a une espèce de clin d'œil lyrique, délibéré ou non d'ailleurs, entre marcheront vers le sud, retracer le nord, alors que c'est exactement le contraire des concepts géopolitiques du Sud et du Nord. Donc, je ne sais pas si c'est délibéré, mais je trouve qu'il y a là une espèce de cours d'eau lyrique entre ces concepts de Sud et de Nord tels qu'on les connaît sur le plan géopolitique et tels qu'ils sont juste dits en deux vers dans ce poème. Ils marcheront vers le Sud, retracer le Nord. Donc voilà, il y a cette réalité qui est un enjeu considérable, un enjeu contemporain considérable auquel la gauche doit confronter ses valeurs et ses idéaux. Je vous parlais tout à l'heure des méthodes de la gauche. Les méthodes de la gauche sont différentes et doivent être différentes des méthodes des forces conservatrices. La gauche, c'est le débat. La gauche, c'est la discussion. C'est même la dispute, au sens de disputatio, c'est-à-dire la façon de forger ses arguments, de les présenter, de les décliner, de les défendre, de les enrichir, de les confronter aux arguments adverses. La disputatio, le débat, c'est ça la démocratie. Et la gauche doit rester démocratique. La gauche ne peut pas céder à la tentation du sauveur, du chef qui donne des ordres, que personne ne discute, que parfois personne ne comprend et que tout le monde exécute. C'est le contraire de la gauche, c'est tout à fait contraire à son histoire, c'est tout à fait contraire à sa dynamique et c'est tout à fait contraire à ses intérêts. Donc la gauche doit se retrouver, vous avez votre part à prendre, il faut arriver à revivifier les concepts de gauche, il faut montrer à quel point la notion d'égalité est une notion extraordinairement moderne, parce qu'aujourd'hui nous n'ignorons rien du monde. Aujourd'hui, l'ensemble des connaissances du monde est à notre portée. Aujourd'hui, nous voyons encore plus l'intérêt de l'égalité. Permettre que chacune, chacun accède au savoir, à la connaissance. Permettre que chacune, chacun découvre ses propres talents. Permettre que chacune, chacun devienne ce qu'il a choisi d'être. Nous nous rendons compte aujourd'hui que l'égalité
est vraiment une notion extraordinairement moderne. Et plus le temps passera, plus l'exigence d'égalité sera légitime. La gauche doit renouveler sa conception de la justice sociale, parce que dans une économie mondialisée, les outils de mise en œuvre de la justice sociale ne peuvent pas être ceux d'une économie fermée, d'une économie autarcique. Par conséquent, ce sont des concepts essentiels, ce sont les piliers même de l'identité de la gauche, et ces piliers doivent être interrogés, ils doivent être reformulés, leur contenu doit être redéfini. Et c'est une fois que nous aurons redéfini ces concepts, nous serons devenus à nouveau efficaces et même performants face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les enjeux économiques, les enjeux culturels, de l'existence de cultures différentes, de plus en plus présentes, de langues différentes, de plus en plus présentes. Les enjeux de la confrontation entre la croyance et la connaissance. Les enjeux de l'environnement. Nous savons que notre environnement, notre univers est fini. Comment nous portons notre responsabilité de gestion collective de cet univers? Si nous ne répondons pas, bon lapsus, si vous ne répondez pas à la nécessité de moderniser, en tout cas de renouveler la définition de ces concepts d'égalité, de justice sociale, nous serons démunis face à ces grands enjeux. Il nous faut donc nous préparer à y faire face, et nous avons les moyens d'y faire face. Nous avons les moyens d'y faire face. Nous avons aujourd'hui accès aux connaissances, nous avons accès à tous les outils possibles, nous avons la possibilité d'échanger entre intelligence nourrie d'environnements culturels, scientifiques extrêmement différents. Nous devons y parvenir. Nous sommes capables. La masse d'intelligence collective disponible dans le monde aujourd'hui est sans précédent. La possibilité d'interconnecter ces intelligences-là est aussi sans précédent. C'est à nous qu'il revient de montrer que nous sommes capables d'apporter les réponses de notre temps. Un dernier mot, parce que j'aime les poèmes et j'aime en particulier les poétesses, et j'ai pris du plaisir en particulier à lire vos poétesses à vous. Donc un dernier mot d'espoir là aussi, un message pour vous la jeunesse. C'est Marie Huguet, que vous connaissez, une grande poétesse québécoise, qui a un très beau poème qui s'appelle, d'ailleurs, il existe toujours des pommes et des oranges, je crois, où elle parle de Cézanne. Et elle dit, malgré les rides multipliées du monde, malgré les exils multipliés, les blessures répétées, dans l'aveuglement de la pierre, je piège encore le son des vagues, la paix des oranges. Si elle sait faire ça, qu'est-ce que vous ne sauriez faire, vous? Merci. Oui, ça marche. Ça marche, vous m'entendez? Ouais. Oui, d'accord. Moi qui vous ai souvent regardé à l'Assemblée nationale, j'avoue que je craignais un peu pour le micro parce que je m'attendais à ce qu'à la fin vous le bousculiez. Mais merci d'avoir protégé le matériel de l'Université de Montréal. C'était une véritable leçon magistrale de sciences politiques, d'histoire, de poésie. Merci infiniment à Christian Taubira. Sans plus tarder, je passe la parole à Valérie Amirault qui a quelques questions à vous poser en notre nom. Alors je vais bénéficier d'un privilège incroyable hein, parce que dans la salle, là, il y a plein de gens qui aimeraient, j'imagine, être à ma place. Je vais en profiter, mais je vais vous laisser la parole hein, au bout d'un moment, ne vous inquiétez pas. Le risque, c'est que j'avais plein de questions, mais là, j'en ai encore plus après vous avoir entendu. Vous avez rappelé dans cette présentation à la fois fresque et projection sur ce qu'on devrait faire, vous avez beaucoup parlé de la gauche comme étant finalement l'artisane d'une pensée de la vie commune. Vous avez aussi parlé beaucoup de circulation, d'espace, de la délibération,
de la discussion. Et je me souviens que quand vous avez démissionné, vous avez expliqué quelques semaines après, vous n'êtes pas revenu trop en détail sur les raisons précises et pourquoi ce jour-là, mais vous avez dit « j'ai choisi de partir hors du vacarme ». Et donc je me demande, ma première question, ça va être celle-là, ça va être comment est-ce qu'on peut penser les conditions de la vie commune aujourd'hui dans le vacarme ambiant, c'est-à-dire dans cette espèce de surmédiatisation de sujets qui concernent des sociétés aussi déconnectées ou aussi disjointes que l'Afghanistan, la Turquie, la France, le Québec, et qui pour autant soulèvent des enjeux très communs. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une langue politique de gauche encore audible dans ce vacarme ? D'abord, c'est indispensable. Merci, hein, vous êtes un très beau public. C'est vrai, je pense que j'ai parlé plus longtemps que je n'aurais dû, mais c'est parce que lorsqu'on a une qualité d'écoute comme celle dont j'ai bénéficié cet après-midi, on se laisse emporter. Voilà, voilà, je suis venue à vous et j'étais avec vous. Donc merci pour cette qualité de l'assistance. Il y a à la fois du vacarme et du désordre. Le vacarme dont je parlais, c'est, vous savez que depuis que j'ai été nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice, le soir même, la droite française s'est déchaînée. 3 jours après, elle s'est surpassée. Et 3 ans et demi après, elle n'était pas encore redescendue. Donc, compte tenu du sujet, compte tenu du motif de ma rupture, j'ai rompu avec un gouvernement auquel j'ai appartenu. J'ai rompu avec un gouvernement qui a une couleur politique qui reste la mienne. Je pense que c'est lui qui a rompu malheureusement avec sa couleur politique. Mais c'était un sujet important. Un sujet important. Je ne voulais pas d'ambiguïté sur la compréhension de cette rupture. D'abord, je respecte les institutions, je respecte le président de la République, je respecte le gouvernement. Donc je voulais qu'il soit clair que c'était sur un sujet majeur, irréductible, que je m'en allais. Donc je ne suis pas partie. Le gros vacarme a eu lieu en décembre. En décembre, j'avais compris que je n'arriverais pas, même si j'ai essayé encore après, mais en décembre, j'avais compris que je n'arriverais pas à faire changer la décision. Je crois avoir convaincu, mais ça n'est pas allé parce que, voilà, je crois avoir convaincu parce que les arguments que j'ai développés n'ont pas reçu d'objection structurée en tant que telle, mais en tout cas, ça ne s'est pas traduit par un changement de décision. Mais voilà, je n'ai pas voulu partir dans le vacarme qui aurait peut-être altéré la compréhension de l'importance de l'enjeu. Et je m'en réjouis, parce qu'aujourd'hui, 2 mois après, c'est encore plus clair. Je crois que lorsque je suis partie, c'était clair, et ça a été pour moi d'un extraordinaire réconfort. Tout le monde a compris pourquoi j'étais partie. C'était d'un extraordinaire réconfort. Et même des personnes qui, parfois, avaient contesté des décisions que j'avais prises ou m'avaient combattu, ont salué la clarté des raisons pour lesquelles j'étais partie. Bon. Pour moi, c'est important, parce que la politique, c'est le débat public, c'est la controverse, c'est la discussion. C'est ça qui rend les choses claires. Donc aujourd'hui, nous vivons dans un monde de désordre, de vacarme, de bruit, de fracas. Raison de plus. Raison de plus. Et c'est Goethe qui disait, mais ma citation ne sera probablement pas très exacte, mais il disait en substance que c'est justement lorsque les choses sont difficiles qu'il y a la nécessité de les faire et qu'on sait les faire, qu'on trouve la force et la science de les faire. Je parle bien de Goethe, hein, je ne parle pas de Sénèque qui expliquait que c'est parce que les choses... C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on ne les fait pas, mais c'est parce qu'on ne les fait pas qu'elles sont difficiles. C'est pas la même idée. Hein, c'est pas la même idée. Ce que je dis, c'est que justement, c'est lorsque tout semble brouillé, c'est lorsque tout semble tellement inaccessible qu'il faut faire l'effort de mettre de la clarté. Et je trouve que dans les désordres du monde aujourd'hui, dans tous ces fracas, dans toute cette complexité, il faut qu'on arrive à mettre de la clarté. Et ça, c'est un devoir de la gauche, parce que la gauche pense le monde pour l'émancipation de l'individu et pour le projet collectif. C'est sa mission, c'est sa nature, c'est son identité, c'est sa destination. C'est donc son devoir.
C'est donc sa responsabilité. Penser le monde, arriver à clarifier ce qui se passe. C'est vraiment un devoir de penser. Et n'acceptez pas, bon, en France on a eu un débat, il est clos maintenant, mais qu'il ne faut pas comprendre ce qui se passe dans le terrorisme. Mais n'acceptez jamais de ne pas comprendre. Comprendre, ce n'est pas adhérer. Comprendre, ça n'est pas excuser. Comprendre, ça n'est pas atténuer. Comprendre, ça n'est pas exonérer de responsabilité. Comprendre, c'est saisir ce qui est en œuvre de façon à agir efficacement. Donc si on refuse de comprendre, on se laisse écraser par les choses, par les faits. Donc c'est vraiment une responsabilité de la gauche en particulier, mais pas seulement. Parce que moi, je respecte la droite. En tout cas, en France, la droite républicaine, celle qui n'a pas perdu son chemin, et malheureusement aujourd'hui c'est Epsilon, la droite républicaine, celle qui d'ailleurs a une histoire qui a de beaux moments éclatants. Cette droite républicaine, cette partie de la droite républicaine, tout à l'heure j'ai dit gauche sociale, c'est la droite sociale. Hein. Cette partie, cette droite-là, moi je la respecte, elle est utile dans la démocratie. Mais la droite qui glisse vers le mouvement d'intolérance, de rejet, de racisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, voilà, de haine, bon, non, elle va gonfler ces rangs-là, mais elle ne fait rien de bon. Mais la droite républicaine, moi, je souhaite qu'elle se retrouve et qu'elle prenne sa part dans la préservation de la démocratie. Mais bon, c'est son affaire, c'est pas la mienne. J'ai choisi la gauche. Donc moi, mon affaire, c'est comment la gauche reste fidèle à elle-même et comment la gauche se modernise et montre à la fois la nécessité de ses valeurs de base, hein, l'égalité, la justice sociale, et en même temps la modernité de ses idéaux. C'est la responsabilité de la gauche. C'est la gauche qui doit expliquer le monde. Et c'est la gauche qui peut expliquer le monde. C'est la gauche qui peut expliquer le monde. Lorsqu'on est pour la justice sociale et pour l'égalité, on ne peut pas s'accommoder d'un monde où il y a une telle inégalité dans la répartition des richesses. On ne peut pas s'accommoder d'un monde où les contributions demandées aux forces de travail sont aussi disproportionnées par rapport aux contributions demandées aux revenus financiers. On ne peut pas s'accommoder d'un monde pareil. Donc c'est vraiment un devoir de la part de la gauche de le faire. Alors le devoir de la parole, le devoir de le faire et le devoir de la clarté. Je vais vous citer une phrase qui n'est pas de vous, qui a été prononcée il y a quelques jours par une personne qui a une responsabilité au gouvernement actuel en France. Alors je la cite. « Bien sûr qu'il y a des femmes qui choisissent. Il y avait aussi des nègres américains qui étaient pour l'esclavage, répond la ministre. Je crois que ces femmes sont pour beaucoup d'entre elles des militantes de l'islam politique. » Le fait de prononcer cette citation, qui est extraite d'une interview qu'a donnée Madame Rossignol, qui est ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes depuis le dernier remaniement, c'est précisément de faire écho à ce que vous dites, c'est-à-dire ce besoin de clarté, cette responsabilité de la clarté dans le vacarme et dans la confrontation d'opinions divergentes. Là, on est face à une personne qui est en charge, et je ne veux surtout pas faire le ad hominem, ce n'est pas du tout l'objet de la question. La question est vraiment qui est capable de tenir cette responsabilité-là pour la France, pour l'Europe que vous connaissez bien, en termes de clarté de langage, de langue audible, qui inclut ces populations dont vous avez parlé tout à l'heure, qui sont victimes de ce que vous avez appelé des oppressions intrinsèques. Hein. Quel est l'effet dans le vacarme ambiant d'une phrase comme celle-ci ? Alors, moi, je vous dirais que d'une certaine façon, pardon de ne pas répondre parce que c'est délicat pour moi, je suis à l'étranger en ce moment, il s'agit d'une ancienne collègue. Voilà, je préfère ne pas commenter directement. Vous imaginez aisément ce qu'on peut ressentir. Le sens de la question notamment est vraiment une appartenance collective. Sur la responsabilité politique de voilà. la parole. Oui, vous avez absolument raison. Moi, aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai choisi de ne pas rentrer chez moi. Je veux dire, après avoir démissionné, j'ai une longue vie politique, j'ai une longue vie de combat, je fais des tas de choses. Et puis, j'ai quelques projets personnels. Et j'avais décidé qu'après être garde des Sceaux, je rentrais chez moi, m'occuper un peu de moi, sans que ce soit égoïste, mais faire des choses. J'ai un projet personnel que, bon, des tas de gens connaissent maintenant. Je me construis une bibliothèque à la campagne. Une grande bibliothèque avec un toit vitré, donc une voûte pour voir les étoiles, pendant que je lis.
Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, une fois, quelqu'un m'a dit, mais comment vous allez faire pour lire et voir les étoiles en même temps? Je lui ai dit de se taire. Mais voilà, la raison pour laquelle je suis devant vous, c'est aussi la même raison qui m'a conduite à démissionner. J'ai un sentiment d'urgence. J'ai un sentiment d'urgence. Je pense que nous vivons une période de grande confusion. Rien n'est plus clair. On ne sait, lorsque je dis on, j'impute la responsabilité à ceux qui sont aux responsabilités, justement. Pas seulement au gouvernement, mais ceux qui ont une parole publique, ceux qui interviennent dans les lieux solennels, ceux qui marquent la société de l'empreinte de leur parole. La parole peut être terriblement destructrice, elle peut être créatrice. Et moi, je souhaite justement que la parole redevienne à la fois créatrice et transformatrice. La parole, des philosophes disent que les mots sont des événements, parce qu'ils créent des événements, ils provoquent des événements. Nous savons que des paroles de haine peuvent conduire des gens à accomplir des actes de haine et même carrément des crimes. Mais nous savons que des paroles de mobilisation, de l'énergie, des ressources, de la nécessité de saisir que nous vivons ensemble, que nous avons une relation de fraternité, d'accepter l'altérité, que nous pouvons construire ensemble des solidarités, cette parole-là, elle mobilise aussi les énergies, elle stimule la créativité, elle permet que les gens fassent. Donc la parole est importante. Et la parole politique doit redevenir créatrice et transformatrice. Pour l'instant, elle est principalement destructrice. Elle soutient des divisions, elle renforce des divisions, elle conforte des clichés, des préjugés, elle écrase les gens, elle brouille l'horizon, elle supprime les perspectives. La parole politique est une parole assez largement destructrice. Et le sentiment d'urgence que j'éprouve, c'est qu'on ne peut pas laisser le monde aller ainsi. On répond d'une façon ou d'une autre, on répond. Moi, j'estime qu'au nom de ma génération, je dois répondre devant vous de l'état du monde. Pourtant, je n'ai cessé de me battre. Je n'ai cessé d'exprimer des désaccords. J'ai eu des ruptures avant celle-là. Celle-ci est plus visible, mais j'ai eu des ruptures avant cela. J'ai refusé de renoncer à des convictions profondes. J'ai refusé de prendre une part, même infime, des injustices et des désordres du monde. Mais néanmoins, je considère que je suis solidaire de ma génération et que nous vous devons des comptes. Nous devons vous expliquer le monde. Nous devons vous dire ce que nous avons fait, bien fait, mal fait, et surtout mal fait, pour être confrontés au désordre que nous connaissons aujourd'hui. Donc moi, j'ai ce sentiment d'urgence, et voilà, j'éprouve le besoin de prendre ma part dans la clarification des réalités, de la compréhension des réalités, de l'appréhension que l'on peut avoir du monde tel qu'il est, de ces concepts qui sont des outils indispensables pour que nous puissions communiquer, échanger et agir ensemble. Donc oui, il faut apporter cette clarté-là, mais il ne faut pas l'attendre seulement de ceux qui ont le privilège de la parole politique publique. Il faut, et c'est un enjeu considérable. En France en particulier, ici aussi, mais ici je connais moins, il me semble qu'ici un peu moins. En France, l'enjeu considérable, c'est celui de l'espace pour la parole et l'action citoyenne. C'est-à-dire que la France a des institutions extrêmement solides. Ce sont les institutions de la Ve République, elles ont fait leurs preuves, elles ont permis à la France d'affronter des périodes difficiles, par exemple de façon très emblématique la période de décolonisation, mais aussi d'une autre emblématique, d'une autre façon, c'est la construction européenne. Donc ce sont des institutions solides. Mais ces institutions ne laissent pas d'espace à la parole citoyenne, à l'énergie citoyenne, à l'action citoyenne. Donc c'est un enjeu considérable. Et la gauche doit être capable de penser à la fois la solidité des institutions, mais l'espace pour la participation des citoyens à la réflexion, à l'élaboration des décisions, à l'amélioration de la vie commune. Ça, c'est un enjeu colossal. Pourquoi je dis j'ai l'impression qu'il est moins urgent et moins important ici? C'est que je pense que le travail avec les institutions locales relève d'une culture plus rodée.
qu'il y a des tas d'initiatives. Enfin, moi, ce que je sais, notamment du Québec, de l'ensemble du Québec, Montréal et Québec principalement, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des tas de lieux, de clubs, d'espaces où il est possible de s'engager, sans forcément adhérer à une identité partisane. Il y a des tas de lieux où les citoyens se regroupent et agissent. Bon. En France aussi, ça existe. Oui, ça existe. Il y a plus de 8 millions de bénévoles en France aussi. Ça existe. Mais dans le rapport entre les institutions, je crois qu'ici, les institutions reconnaissent assez volontiers ces structures citoyennes. En France, c'est beaucoup plus difficile. Alors, je vais vous emmener dans une dernière question, parce que je pense qu'après, on va passer la parole à la salle. Dans votre livre, dans Murmure à la jeunesse, vous parlez beaucoup de la République et de la confiance, précisément, dans les institutions de la République. Et je me souviens qu'en 2004, vous étiez, au moment de du vote de la loi sur le port des signes religieux à l'école publique, vous aviez été parmi les 36 ou 35, je ne me souviens plus, députés qui n'avaient pas voté en faveur de la loi. Et une des raisons que vous aviez convoquées était la suivante. Vous aviez dit que s'en remettre à une décision législative serait renoncer au travail possible par les institutions de la République, ce serait finalement perdre confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, surtout au terme d'une année et demie et des 6 derniers mois de politique sécuritaire de plus en plus harcelante pour toute une série de populations, est-ce qu'il est possible de reconstruire des espaces de délibération confiants dans le contexte républicain? D'abord, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, la sécurité est nécessaire. Moi, j'étais garde des Sceaux. J'ai travaillé de façon très sérieuse et très rigoureuse sur la loi sur le renseignement, pour encadrer le renseignement et pour mettre en place des contrôles juridictionnels et des contrôles civiques et parlementaires. Mais je pose très clairement, sans ambiguïté, la nécessité de la surveillance, de la détection pour la protection des citoyens. C'est très clair. Maintenant, il ne faut pas que ce soit aveugle, il ne faut pas que ce soit injuste, il ne faut pas que des citoyens soient pris dans ces filets-là, du fait de leur appartenance, du fait de leur apparence, du fait de leur croyance, etc. C'est ce qu'il faut éviter. Mais nous sommes confrontés à un vrai péril. Et ce péril appelle des réponses solides, des réponses sérieuses, des réponses efficaces, parce qu'il s'agit de protéger les citoyens. C'est quand même leur vie qui est en danger. C'est du massacre de masse, ce sont des attentats, ce sont des crimes. On tue les gens, c'est la vie des gens. Donc il faut créer les conditions de sécurité. Mais effectivement, il faut éviter que par glissement, ces mesures de sécurité s'orientent vers des personnes qui n'ont rien à voir et qui entreraient dans une espèce de spectre de suspicion du fait de leur apparence, du fait de leur croyance, du fait de leurs appartenances particulières. Donc il faut effectivement un message de confiance, et c'est la responsabilité de la République. Donc vous croyez dans la poétique de la relation dont vous parlez dans le livre? Oui, la République est exigeante. Moi, je dis dans le livre, par exemple, que la République ne peut pas se concevoir sereine. La République ne peut pas être tranquille. Elle ne peut pas être tranquille parce qu'il y a encore trop d'inégalités. Il y a encore des discriminations, il y a encore des préjugés, il y a encore des exclusions, il y a des territoires abandonnés, il y a des catégories de population qui sentent bien qu'elles ne comptent pas, qu'elles ne pèsent pas. Il y a des individus, des personnes qui n'ont pas leur chance juste par ce qu'ils sont, par ce qu'elles sont. Donc la République ne peut pas être tranquille. Elle ne peut pas venir se pavaner, parader et raconter les valeurs républicaines, et puis c'est comme ci et pas comme ça. Elle doit être anxieuse, la République. Anxieuse, parce que tant qu'une inégalité va subsister, tant qu'une injustice va perdurer, la République est inachevée. Il lui reste encore à faire. Donc, ce qu'il faut, c'est que, et principalement la gauche, mais je parlais de la droite républicaine, donc elle a des responsabilités aussi, mais principalement la gauche, il faut que la gauche républicaine soit constamment dans cet état d'esprit d'exigence et d'insatisfaction. Elle ne veut pas continuer à venir bomber le torse et dire à quel point tout va bien et que ceux qui sont en dehors de la République, ils verront ce qu'ils verront. Il faut se demander pourquoi il y en a qui sont en dehors de la République. Et lorsque je dis ça, je parle de citoyens qui subissent des injustices. Qu'on ne se mette pas à interpréter, parce que moi, j'ai à peine fait un soupir qu'on interprète. Pas ici, hein, mais là où je vivais.
Donc, voilà, la République, elle promet res publica, la chose publique. La République, elle parle du bien commun. La République française est laïque. Elle dit très clairement qu'on peut ne croire en rien du tout. On peut croire en ce qu'on veut. On doit pouvoir vivre ensemble. C'est ce que dit la République laïque. Elle dit que quelles que soient nos origines, nos accents, nos appartenances, nos conditions sociales, nos situations économiques, quelles que soient, nous devons être capables de vivre ensemble. Et pour être capables de vivre ensemble, il y a des règles. Voilà. Nous sommes sous l'empire d'un certain nombre de règles. Donc la République, elle fait cette promesse-là. Elle promet les libertés, pas la liberté absolue, elle promet les libertés individuelles, elle promet les libertés publiques, elle promet l'égalité. Et tant que l'égalité n'est pas aboutie, la République doit être inquiète encore. Donc je pense qu'il y a à renouveler le discours républicain. Ça doit être un discours offensif, un discours de fraternité, un discours d'inclusion, un discours de confiance. Qu'est-ce que ça, la République? Vous y croyez? Moi, j'y crois. Je vous suivrai volontiers, mais je ne pense pas que je serai là pour y assister. On va leur passer la parole. Donc, il y a des micros qui sont installés dans la salle pour les questions importantes. Christiane Taubira se présentera-t-elle aux élections de 2017, par exemple? Hein? Voilà. Alors, il y a des micros là. Donc, de chaque côté. question est déjà posée. Hein? Bonsoir tout le monde. Madame Taubira, merci pour vos interventions. Alors, j'ai 3 petites questions. La première, c'est par rapport... Juste une. OK. Pour commencer. Par rapport au ras-le-bol de la population française au pouvoir de Nicolas Sarkozy, les gens ont décidé d'aller voter Hollande, qui portait un discours à peu près de gauche, par rapport aussi à la situation de pas mal de populations en France qui sont dans des situations difficiles. Alors, selon vous, madame, pensez-vous effectivement que le pouvoir de Hollande est effectivement un pouvoir de gauche? Pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il possibilité de parler de gauche et de droite en France? Parce que dans la pratique, on voit c'est la même politique, les mêmes applications. Merci. Je réponds à chaque question. Moi, je viens de vous dire pendant plusieurs minutes que la gauche a une identité, elle a une histoire, elle a une doctrine, elle a aussi une expérience d'exercice du pouvoir. J'ai évoqué, mais je n'ai pas eu le temps de le traiter, ces fourvoiements. Il est arrivé plusieurs fois que la gauche se trompe. Moi, je crois qu'elle se trompe encore, qu'elle s'est trompée encore récemment. Mais j'ai envie de dire, pas à vous, puisque vous vivez ici, mais moi, ce que j'ai envie de dire aux citoyens en général, c'est faites-vous entendre. Rappelez que ça n'est pas cela, vos attentes. Je ne vois pas d'intérêt, je ne le ferai pas, à caractériser des personnes, que ce soit le président de la République ou un membre du gouvernement, par exemple. Moi, je dis, la gauche a des valeurs, la gauche a des idéaux, tout ça c'est clair, et tout ça, ça se traduit en politique publique claire. À la place que j'ai occupée, je me suis attelée à le faire. C'est donc possible. Il n'y a rien d'héroïque. Il y a juste de la cohérence. Il y a juste de la fidélité à des convictions, à des engagements, à un idéal. Il y a juste le minimum de courage qui est indispensable si on veut avoir une vie publique. Sinon, il faut rentrer chez soi. Mais si on a une vie publique, on est exposé aux coups. On est exposé aux injustices. Il y en a qui, comme moi, s'offrent le luxe d'avoir 100 000 fois plus que sa part. Mais en même temps, on est en contact avec les citoyens. En même temps,
on agit pour améliorer, on a la possibilité d'agir pour améliorer la vie des citoyens. Moi, j'ai souvent dit que j'ai affronté beaucoup de violence, une très grande violence en France, mais qu'est-ce que j'ai reçu comme amour aussi? Qu'est-ce que j'ai reçu comme amour? Donc, la gauche doit juste se rappeler qu'elle a une histoire, qu'elle a des valeurs, qu'elle a des idéaux, qu'elle a une expérience publique, qu'elle doit en tirer des enseignements, que quand elle s'est trompée, on peut se tromper, quand elle s'est trompée, elle a payé cher, quand elle s'est trompée elle-même, délibérément, elle l'a payé encore plus cher, et c'est ce qu'on doit entendre, c'est ce qui doit monter de la société. Ce qui doit, c'est pas le président nous déçoit, c'est qu'est-ce que nous voulons, nous, collectivement. Que le président ou que le gouvernement comprennent que c'est cela, nos aspirations. Je ne donne pas de satisfecit ni de bons points. Je suis juste triste, moi. Valérie me demande de prendre la relève pour l'animation des débats. Donc, madame, au micro, sur la pointe des pieds. Qu'est-ce que ça vous a fait que les gens vous lancent des remarques racistes pendant les manifestations du mariage pour tous et comment vous leur avez répondu? J'ai répondu aussi par un livre qui s'appelle Paroles de liberté. Alors, qu'est-ce que ça fait? D'abord, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Moi, je faisais une réforme de fond, une réforme de société, une réforme d'égalité. Et j'ai veillé à l'inscrire dans toute l'histoire des combats en France pour la conquête de nouvelles libertés et pour accéder à l'égalité. J'ai retracé dans toute l'histoire de ces combats ces avancées, ces reculs, ces échecs. Je voulais vraiment inscrire cette réforme dans l'histoire d'une plus grande émancipation de l'individu. Plus de liberté, de l'égalité, donc la même protection pour les familles, la même protection pour les enfants, quel que soit, qu'ils soient dans des familles hétéroparentales ou des familles homoparentales, les mêmes libertés pour les personnes de choisir avec qui elles fondent une famille, la même liberté de se quitter aussi, et la même protection au moment de la rupture, parce que il se trouve que les homosexuels ne sont pas plus raisonnables que les hétéros, et quand ils se séparent, ils font les mêmes dégâts. Donc il faut mettre dans la loi les mêmes protections. Pour le plus vulnérable, pour la partie la plus vulnérable, la même protection pour les enfants. Donc à partir du moment où j'ai cette conviction-là, je vais au combat. Et avec des convictions comme ça, je peux vous dire que quand je vais au combat, je suis invincible. Je dis parfois pour plaisanter, je me battrai jusqu'au bout, même si je meurs entre-temps, je continue à me battre et je meurs pour de bon après. Donc, je savais que ce combat, j'allais le mener à terme. J'ai été néanmoins un peu surprise de la violence des propos dans l'hémicycle et de certains propos, et même il y a eu des agressions physiques. Les insultes racistes, j'ai été interrogée au moment où elles étaient formulées, prononcées. Oh là! Ça va? J'abrège ma réponse. Je n'ai pas vu qu'il y avait autant de questionnaires. Je finis de... Non, je ne vous ai rien dit. Non. Je me dépêche de répondre pour que vous puissiez poser vos questions. Lorsqu'il y a eu toutes ces insultes par répétition, d'abord j'ai distingué la responsabilité des politiques. Parce que les politiques arrivaient jusqu'à la ligne de la loi. Ils ne basculaient pas complètement dans l'insulte, basculaient dans la diffamation. J'avais autre chose à faire que les poursuivre en diffamation. Ils basculaient dans la calomnie, mais pas dans les insultes racistes. Mais ils arrivaient au bout. Et puis les citoyens faisaient le peu qui manquait. J'ai répondu à l'époque que ça ne m'affectait pas et que ça n'allait pas me toucher, que ces gens-là veulent m'exclure de la famille humaine, mais je sais que j'y appartiens, donc ça ne me fait aucun effet, que c'est évidemment pénible pour mes enfants parce que c'est d'une grande violence, mais qu'ils pourraient multiplier leurs coûts par 10 000, 100 000, 1 million, que je tiendrais bon. J'ai été sollicitée très fortement par plusieurs éditeurs, le mien d'abord, et ensuite d'autres grandes maisons d'édition, qui ont insisté en me disant « mais racontez, parlez de ça ». Je ne voyais pas l'utilité. Et en décembre, nous avons toujours une petite semaine de vacances,
nous avions. Et j'ai commencé à écrire. Je vais vous dire que, alors que j'étais complètement sincère lorsque je disais que ça ne m'affectait pas, lorsque je répondais, mais moi, ma personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'on ne peut pas laisser de tels propos prononcés dans la société parce que ça fragilise des millions de personnes. Et que c'est d'une grande violence pour ces personnes-là. Et que moi, j'ai déjà de la force, j'ai mené des tas de combats, regardez l'âge que j'ai, je sais des tas de choses, moi, je n'ai pas d'interrogation sur mon appartenance à la famille humaine, ni sur mes droits. Mais les gens, des étudiants ou des jeunes, ou même des personnes moins jeunes, qui sont confrontés au racisme, à la discrimination, qui ne peuvent pas faire les études qu'elles veulent, qui font leurs études brillamment, mais n'obtiennent pas soit le stage, soit l'emploi qu'ils ou elles méritent, qui n'obtiennent pas le logement qu'ils voudraient. Bon, toutes ces personnes-là sont fragilisées. Et lorsque j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte de la blessure. Et je me suis dit que si moi, qui sais tant de choses, qui ai forcément cette force, parce que je me suis tellement battue, j'ai déjà pris tellement de coups, j'ai déjà tellement résisté, que je sais que je peux faire face. Si moi, je suis affectée, mais alors quelle violence pour ceux qui sont en fragilité dans la société. Quelle violence. Et ça m'a déterminée encore plus à combattre le racisme et toutes les formes, mais tous les prétextes de rejet d'une personne, quelle qu'elle soit. Je suis impitoyable contre ça. Quel que soit le prétexte qu'on invoque, que ce soit la religion, que ce soit l'accent, que ce soit l'apparence, que ce soit la couleur, que ce soit la façon de rire, que ce soit les affinités amoureuses, quel que soit, je suis impitoyable contre toute discrimination. Merci. Merci. J'ai un rôle très ingrat. C'est pour ça que je te l'ai laissé. Merci Valérie. Mais à moins que vous ayez annulé votre rendez-vous, j'ai l'impression que je vais devoir limiter à 6 personnes. Je suis désolé donc pour ceux et celles on va peut-être, parce que c'est de ma faute, hein, je fais des réponses trop longues. Oui. Il y a longtemps que je suis comme ça. Et je vais les grouper en 2 groupes de 3, exactement. Donc je vais prendre un groupe de 3 questions à ma droite et ensuite un groupe de 3 questions à ma gauche. Je suis désolé pour les autres, mais sinon ça va me retomber dessus. Merci. Alors bonsoir Madame la Ministre, je suis très ému de vous retrouver ce soir. Je vais expliquer très brièvement comment on s'est connus. On s'est rencontrés en mai 2015, vous sortiez d'une conférence organisée à l'Institut d'études politiques de Paris, et je vous ai croisé par hasard, et j'ai ressenti le besoin de venir vous voir et de vous dire ce que je pensais de tout ce que j'entendais à votre propos, mais aussi tout ce que des millions de personnes dans le monde vivent, c'est-à-dire les attaques racistes. J'ai condamné ces attaques. Je trouve qu'il y a eu des débordements politiques durs dans notre pays. Et je suis triste comme vous, je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui devait être là et combattre, c'est la gauche. Et la gauche, et j'en suis triste, a été absente pendant ces 4 années. Elle n'a pas agi pour réduire les inégalités comme il le fallait. Elle n'a pas agi pour réduire les inégalités sociales, pour rétablir la justice sociale, l'économie sociale et solidaire. Elle a été absente, mais absente même très loin, puisque la gauche a été absente. Oui, mais je vais poser la question, vous allez voir, la question est intéressante. Je suis sûr qu'elle est, mais... La gauche a été absente, Madame Taubira, même quand il a fallu combattre la droite au régional. Elle a laissé la place à la droite, elle a laissé faire élire des gens comme M. Bertrand, qui était en tête de la manif pour tous, ou qui encore aujourd'hui nous disent qu'ils sont pour la peine de mort, contre l'avortement. Ce n'est pas ça la gauche. Alors la question que je vous pose, c'est simple, nous avons une échéance électorale qui arrive dans 1 an, et il va falloir que la gauche soit présente, elle ne va pas pouvoir se dérober cette fois, parce qu'on en a besoin. Le choix mortifère de la droite et de l'extrême droite, nous n'en voulons pas. Alors, comment organiser la gauche et qui, selon vous, est la personne la plus à même de la représenter comme elle doit être cette fois? Merci. Madame? Si vous pouvez céder la place aux 2 personnes derrière vous. Merci. Oui, madame, allez-y. C'est à moi? Oui.
Bonjour Madame Taubira. Tout d'abord, merci pour votre discours. Tout à l'heure, vous avez évoqué la loi du renseignement sur laquelle vous avez travaillé en disant qu'il fallait éviter des glissements. Ne pensez-vous pas, et là c'est vraiment mon sentiment personnel que je partage, que davantage de sécurité vont finir par nous retirer une partie de nos libertés, notamment avec ce qui s'est passé ces derniers mois? Merci. Et une troisième et dernière question de ce côté-ci, s'il vous plaît. Bonjour Madame Taubira, c'est un honneur pour un étudiant malien d'être en face de vous et de pouvoir vous parler directement. Mais Madame Taubira, vous ne pensiez pas que, je ne sais pas si c'est officiel, mais si vous vous présentez aux élections, vous ne pensez pas que ça va faire comme le 21 avril 2002? Vous ne pensez pas que Marine Le Pen et M. Sarkozy, vous ne pensez pas que vous allez faire le jeu de M. Nicolas? Oui, je vais répondre sur ça. Alors, j'ai l'impression de n'avoir pas réussi à me faire comprendre, à la fois sur ce qu'est la gauche d'une part et d'autre part sur la responsabilité des citoyens. Qu'est-ce que ça veut dire faire le jeu? Le 21 avril 2002, que se passe-t-il? Effectivement, le Front National est au deuxième tour. La question, c'est ma présence à l'élection? Non, monsieur. Ça veut dire que vous ne raisonnez pas, vous contentez des slogans. La question, c'est, mais je vous parle de façon très objective, hein, je vous parle de façon très objective. La question, c'est de savoir est-ce que ça a un sens d'avoir une élection à 2 tours. Si on a un scrutin, c'est le cas en France, hein, si on a un scrutin à 2 tours, ça veut dire que le premier tour est fait pour le choix des idées, des sensibilités, et le deuxième tour est fait pour le rassemblement. C'est juste la logique des institutions. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas, mais c'est la logique des institutions. Sinon, vous avez des scrutins à 1 tour. Et dans ces scrutins à 1 tour, par exemple, il est évident dans les pays où il y a des scrutins à 1 tour, parce que ça existe, la question du rassemblement se pose dès ce tour-là. Dans les pays où il y a un scrutin à 2 tours, la logique institutionnelle, c'est l'expression de la pluralité et de la sensibilité au premier tour et le rassemblement au deuxième tour. Ça veut dire que les personnes qui, par exemple, pour comprendre que je vous fais un raisonnement très objectif, les personnes qui ont une très forte sensibilité écologique, par exemple, elles vont donner de la force aux idées écologiques au premier tour, pour que cette force donnée au premier tour serve au deuxième tour. C'est-à-dire que le candidat du deuxième tour intègre, prenant en compte la force que les électeurs ont donnée à ces questions écologiques, ce candidat-là, il sent qu'il doit intégrer ces éléments-là. Donc la vie civique, la vie démocratique fait que ce premier tour, où s'exprime la diversité des sensibilités, ce premier tour permet de porter les idées que l'on a en soi. Donc si vous, en tant que citoyen, vous voulez renoncer à vos propres idées au motif que, pour sécuriser je ne sais pas quoi, on ne laisse pas s'exprimer les sensibilités, on fait qu'un tour, un seul candidat, c'est votre liberté. Moi, je suis pour la gauche, le débat, la controverse, le respect d'insensibilité. Donc, je pense qu'il y a une supériorité au scrutin à 2 tours par rapport au scrutin à 1 tour. Parce que je crois qu'il faut que la diversité des opinions puisse s'exprimer. Comment vous me dites que c'est ma présence qui a posé problème? Il y avait toutes les sensibilités de gauche. Mais c'est pour ça que vous ne fonctionnez qu'au slogan. C'est-à-dire que 15 ans après, alors qu'il y avait toutes les sensibilités de gauche, la seule personne ciblée, ça reste moi. Je pense que vous devriez vous interroger au-delà de... Non, vous n'avez pas le micro, monsieur. Il y a des règles ici. Je pense que vous devriez vous interroger sur les raisons pour lesquelles le candidat des Verts n'est jamais mis en cause. Le candidat socialiste, monsieur Chevènement, qui était au gouvernement, qui était donc dans le gouvernement de monsieur Jospin, qui quitte le gouvernement de M. Jospin, qui critique M. Jospin, ce que je n'ai pas fait pendant toute la campagne, qui critique... Vous ne pensez pas à lui. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de lui que le Front National est au deuxième tour. Donc voilà, je veux dire que moi, si les citoyens, monsieur, décident eux-mêmes de se censurer, de s'entraver, de s'interdire d'expression, c'est leur problème. Mais je ne vais pas contribuer à un monde comme ça. Je vais continuer à contribuer à un monde où les différentes sensibilités peuvent s'exprimer.
Je vais continuer à contribuer à un monde où on va donner des forces aux idées de transformation. Parce que si, au lieu de continuer à raisonner comme ça, depuis 2002, la gauche s'était interrogée sur les raisons de son échec en 2002, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je ne serais pas en train de vous faire une conférence pour vous expliquer l'accumulation des échecs de la gauche, de cette défaite sémantique, de cette défaite culturelle, de cette défaite politique. C'est parce qu'elle a été incapable d'affronter une défaite électorale, de l'analyser correctement, de se demander pourquoi le Premier ministre sortant, avec le bilan qu'il avait, parce qu'il avait un bon bilan, il avait un bon bilan. Moi, depuis 2000, je refusais de voter les lois de la gauche, parce que j'étais en désaccord avec elles. Mais il n'empêche que le bilan sur l'emploi, sur l'introduction des jeunes dans la vie active, sur l'éducation, dans des tas de domaines, sur la santé des finances publiques, le bilan de M. Jospin était bon. Est-ce que la gauche a choisi de s'interroger sur les raisons qui font que, malgré ce bilan, les électeurs ne lui l'ont pas reconduit? Non. Et 15 ans après, on continue à rappeler, vous étiez candidate, donc l'extrême droite et machin. C'est moi l'extrême droite. C'est moi qui fais si l'extrême droite a le vent en poupe. C'est moi qui fais si les idées racistes progressent. C'est moi qui fais si les idées de haine progressent. C'est moi qui fais si les idées d'exclusion progressent. C'est moi qui fais si on jette des gens dans la Seine parce qu'ils ont un faciès maghrébin. C'est moi qui fais si on jette les gens des trains parce qu'ils ne ressemblent pas aux fantasmes. Alors, monsieur, si la maturité démocratique est à ce niveau-là, on est mal. On est vraiment mal. Sur le renseignement, j'ai entendu sur la gauche, hein, c'est plus un constat qu'autre chose. Maintenant, il faut que la gauche s'organise. Moi, je crois que les partis politiques demeurent les instances démocratiques essentielles. Il faut que les partis politiques se renouvellent. Il faut que les partis politiques soient plus actifs, plus créatifs, plus innovants, etc. Donc, voilà, c'est un sujet vraiment pour les partis politiques. Non, excusez-moi, non, je suis le maître du temps, et donc je suis sûr que c'est très important. Merci, Mme Taubira. Non, excusez-moi, vous n'avez pas compris les règles du jeu, merci, Mme Taubira. On va venir. Donc, c'est toute la dynamique de l'organisation de la gauche pour la prochaine élection. Moi, je suis confrontée constamment à la question et je devrais apprendre à y répondre. Mais franchement, ce n'est pas mon souci, l'élection présidentielle. Je trouve la situation tellement grave. Je la trouve tellement grave. Moi, mon souci, c'est effectivement d'échanger, de participer à cette clarification que je trouve indispensable et urgente. Mon souci, c'est vraiment de voir comment les peuples disposent d'éléments. Parce que lorsque je dis que nous vous devons des comptes, nous avons des informations, nous avons des éléments. En tant que garde des Sceaux, moi, j'ai fait fabriquer des indicateurs pour comprendre le terrorisme, ses formes, ses modes d'expression, ses modes opératoires, le profil des personnes, etc. Ces éléments-là, on les a. Il faut les mettre à votre disposition pour que vous compreniez, pour que vos exigences soient enrichies par tout le matériau de compréhension qu'on vous donne. Donc, c'est cette urgence que je ressens. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire un bond à avril 2017. J'éprouve une urgence. Je trouve même qu'il nous manque du temps parce qu'il y a tellement de choses à clarifier, il y a tellement de choses à mettre en branle que avril 2017 sera trop vite arrivé. Sur la loi renseignement, c'est un enjeu considérable, la question de la sécurité et de la préservation des libertés. C'est un enjeu considérable qui n'est pas simple à traduire. Je le disais tout à l'heure, la sécurité, il faut qu'on réponde. Et les pouvoirs publics doivent répondre de la protection des citoyens. C'est leur responsabilité. Mais lorsqu'on est attaché à l'état de droit et à la démocratie, on a aussi la responsabilité de préserver les libertés. Moi, en tant que garde des Sceaux, j'étais responsable des libertés individuelles, de leur préservation. Et j'ai veillé à trouver le chemin. Parce qu'on peut dire, hein, on assure la sécurité, on préserve les libertés. On peut le dire. Mais comment on l'écrit dans la loi? Comment on l'écrit dans la loi? C'est toute la difficulté. Comment on assure l'efficacité des mesures de sécurité et en même temps on ne compromet pas les libertés? Je vous disais que j'ai beaucoup travaillé sur la loi renseignement et je crois que le dispositif que nous avons mis est un dispositif satisfaisant. Il a une condition, c'est que chacun fasse son travail.
Mais c'est ça aussi les démocraties. C'est que les citoyens ont des pouvoirs. Ils s'en emparent ou ils les délaissent, mais ils ont des pouvoirs. Donc dans la loi renseignement, nous avons mis un cadre juridique pour l'activité de surveillance. Ce qui n'était pas le cas, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire qu'en dehors des interceptions de sécurité, contrôle téléphonique, il n'y avait pas de cadre juridique pour l'activité de surveillance. Donc nous avons mis un cadre juridique, ce qui est incontestablement un progrès démocratique. Mais en même temps, nous savons que la surveillance est une activité dérogatoire aux libertés. C'est une activité par nature attentatoire à la vie privée, à la vie familiale, au secret de la correspondance, à l'inviolabilité du domicile. Il est évident que l'activité de surveillance par nature, elle est tout ça. Donc elle enfreint tout ça. Est-ce qu'on dit pas de surveillance? Moi, c'est une responsabilité que je ne peux pas prendre. Il faut de la surveillance. Mais il faut surveiller qui? Ceux qui sont un danger pour nous. Donc éviter de surveiller les citoyens, c'est-à-dire d'entraver leur droit à la vie privée, à la vie familiale, etc., parce qu'on veut trop brasser. Donc la question est celle des contrôles. Et les contrôles que nous avons mis dans ce texte de loi donnent des pouvoirs aux citoyens ordinaires, des pouvoirs à des magistrats, qu'en plus nous avons habilité secret défense ès-qualité, des pouvoirs aux parlementaires. Donc nous avons mis un contrôle juridictionnel. C'est le Conseil d'État et pas une juridiction d'exception. Et je me suis battue pour ça, y compris au Parlement, parce que ça n'était pas acquis. J'ai plaidé en substance. L'activité de surveillance, je viens de le dire, est une activité dérogatoire au droit commun. Pour la contrôler, il faut donc des procédures de droit commun. Sinon, on tombe dans un régime d'exception. Donc pour rester dans un état de droit, on doit contrôler les activités dérogatoires au droit commun avec des procédures de droit commun et des juridictions de droit commun. C'est ainsi que donc le Conseil d'État est la juridiction compétente pour le contrôle de cette activité. Nous avons créé une commission nationale qui donne un avis au Premier ministre, qui, si le Premier ministre ne respecte pas son avis, peut saisir elle-même le Conseil d'État en référé. Le Conseil d'État peut donc décider en 48 heures de suspendre une décision du Premier ministre. Il y a quand même ça dans la loi. Ensuite, le citoyen ordinaire peut saisir le Conseil d'État, y compris en référé. C'est-à-dire qu'un citoyen qui suspecte qu'on l'a mis sur surveillance, alors qu'il n'a rien à se reprocher, il peut saisir le Conseil d'État. En référé, suspension, c'est-à-dire le Conseil d'État doit se prononcer en 48 heures et prononcer la suspension de la surveillance. Et les magistrats du Conseil d'État sont habilités secret défense ès-qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, les habilitations secret défense, elles sont données sur enquête du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense. Sauf que les activités de surveillance, elles sont effectuées par des services du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Je me suis donc battue pour que les magistrats du Conseil d'État soient habilités secret défense ès-qualité. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas d'une enquête des services qui seront appelés à contrôler par la suite pour avoir une habilitation secret défense. Ça n'a l'air de rien, mais c'est sans précédent en France. C'est-à-dire que ces magistrats-là, ils peuvent accéder directement aux documents classifiés. Ils ne demandent pas gentiment, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, ils ne demandent pas gentiment qu'y a-t-il dans les documents classifiés, qu'on leur réponde « il n'y a rien à voir, vous pouvez circuler ». Ils peuvent accéder directement aux documents classifiés. Donc voilà les dispositifs de contrôle, plus le contrôle parlementaire, les dispositifs de contrôle qui sont dans la loi. Donc incontestablement, la surveillance est une activité intrusive qui viole la vie privée, qui viole l'inviolabilité du domicile, qui viole le secret de la correspondance. C'est indiscutable. C'est nécessaire pour certaines personnes. Il est bon que ce soit avant que l'on détecte des personnes qui préparent des attentats. Il est bon que ce soit avant. Donc c'est nécessaire pour certaines personnes. Il ne faut pas que le citoyen ordinaire soit pris dans ces filets-là. Par conséquent, tout ce dispositif de contrôle juridictionnel, démocratique et parlementaire doit protéger le citoyen ordinaire. Merci Madame Taubira. Je m'excuse auprès de ceux et celles... Non, oui, c'est de votre faute, en effet.
Et les personnes que je dois remercier me font les gros yeux parce qu'on doit quitter la salle maintenant à 18h30. Je suis vraiment désolé auprès de celles qui attendent, mais je pense que ça va devoir conclure la période de questions. Avant de vous remercier, vous et ma collègue Valérie Amiro, je voudrais vous remercier d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Remercier Michel Daniel, Alia Hassan Kournol et Willy Blum de l'Institut Broadbent d'avoir donné un solide coup de main, ainsi que toute l'équipe de bénévoles, surtout étudiants en sciences politiques et en études internationales. Merci beaucoup. Christiane Taubira, je crois que vous partez à Ottawa. Bon voyage. Merci infiniment d'avoir été à l'Université de Montréal aujourd'hui, d'avoir partagé vos impressions et surtout votre analyse fine et vigoureuse, je pense, de la situation en France et à l'étranger. Bonne soirée à tous et à toutes.